Voyager en 2021, est-ce encore possible? Si certains ont décidé d'arrêter leur voyage avec la crise sanitaire, d'autres ont continué l'aventure. Ils parcourent les routes du monde avec leur véhicule ou leur sac à dos. Sandy et Mathieu au Chili, Sonia et Gonzalo au Mexique et Pierre et Mathieu en Colombie répondent à toutes nos questions. Et vous allez voir que oui, l'aventure, c'est encore possible. Alors même si l'itinéraire a changé, même si parfois ils ont douté, ils ont su s'adapter pour poursuivre leur aventure. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est la Happy Family. Donc moi, c'est Sandy, j'ai 32 ans. Mathieu, 33 ans. Emilio, 5 ans. Moi, 10 ans. Et tu t'appelles Camilla. Camilla. Alors c'est Pierre, moi c'est Mathieu, il a 33 ans, moi 31, on vient de Normandie pour moi, du sud-ouest pour Pierre, des Pyrénées, et on habitait à Paris avant de se lancer dans ce tour du monde. Bonjour, nous sommes les Matibamboli. Donc nous sommes une famille de 5, Gonzalo, le papa qui est uruguayen, Uruguayo. moi Sonia, la maman qui suis espagnole, et nous avons 3 enfants, Diego de 9 ans, Amaya de 7 ans et Ainoa de 5 ans. Et eux, ils sont nés en France parce que nous avons habité longtemps là-bas. On s'est lancé tout simplement parce qu'on aimait voyager, on a toujours aimé voyager, découvrir des gens, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux pays. Et aussi, on aime bien se confronter à des réalités un petit peu différentes de notre quotidien. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé sur un voyage au long cours qui nous changeait complètement des vacances traditionnelles. Pour vivre autrement, et puis avoir moins de choses et surtout avoir le temps de passer en famille tous ensemble. Parce que c'était un rêve qu'on avait depuis longtemps et qu'on en avait marre un peu du métro boulot dodo, qu'on voulait profiter de nos enfants et découvrir le monde. Ouais, Voilà. c'est ça. Sortir du schéma classique et kiffer un peu notre life. On a tous les deux déjà voyagé dans le sens où on a tous les deux émigré et quitté notre pays. Sinon, moi, j'avais déjà voyagé avant en sac à dos pendant 1 année et quelques longs voyages, dont Madagascar, etc. Sinon, Gonzalo, surtout Non, je pour les faisais vacances. des allers-retours en Uruguay, c'est tout. Oui, principalement des capitales européennes. On avait fait 2-3 mois en Égypte, au Caire principalement, et 2 mois à Stockholm. On a fait la Malaisie pendant 1 mois. Pour notre voyage de noces. Avant de partir en tour du monde, on voyageait pendant les vacances d'été, tout simplement. Alors on avait la chance avec notre travail sur les dernières années de pouvoir partir 1 mois l'été. Donc on prenait 1 mois de vacances dans un pays qu'on essayait de parcourir, mais on avait toujours au moment de rentrer la frustration d'avoir trouvé ça trop court, de ne pas être allé aussi loin qu'on voulait, de ne pas avoir pu voyager aussi lentement qu'on voulait. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a décidé de se lancer dans un tour du monde sur le long cours. 10 mois. On est parti en janvier. 10 mois qu'on vit dans notre camping-car. On est sur les routes depuis le mois d'août 2019. Le tour du monde a été évidemment un petit peu écourté dans sa première partie puisqu'on a dû revenir en France entre le mois d'avril et le mois d'août de cette année. Et donc on est reparti fin août 2020 et aujourd'hui on est au mois de décembre. Donc voilà, vous faites le calcul. Alors nous sommes sur la route depuis le 5 juillet 2018, date que nous avons laissé les clés de notre maison. Voilà. Voilà. Donc ça fait depuis 2 ans, 2 ans et demi. maintenant. Ouais. Alors la durée prévue c'était 12 mois avant le Covid et puis avant
qu'on ait l'expérience des premiers mois de tour du monde et qu'on se dise que ça allait un peu trop vite. Donc 12 mois au départ, 5 mois de retour en France à mi-parcours entre l'Asie et l'Amérique latine en raison de la pandémie de coronavirus. Et là en Amérique latine, on a décidé de prendre un peu notre temps, on devrait rentrer en avril. Donc bout à bout, on devrait finir sur environ 18 mois. On ne sait pas, la durée prévue, voilà, jusqu'à que l'envie continue. Nous avons, Donc on n'a voilà. pas de On n'a durée pas de prévue. date. Pour nous, c'est vraiment un nouveau mode de vie plus que le fait de juste voyager. un voyage. Ouais. C'est pas une parenthèse dans une vie, c'est un nouveau mode de vie. On avait prévu 1 an et demi de voyage, sachant qu'on voulait rentrer au mois de mai, juin pour pouvoir après faire le tour de France pour voir la famille avec notre camping-car. Alors nous on voyage en camping-car, on a un camping-car qu'on a acheté en France et puis voilà. Il est toujours là, actuellement il est en mer, direction Veracruz, car nous sommes au Mexique maintenant. Avec lui là-bas, Avec Oscar, notre camping-car, qui est un Ford transit, qu'on a acheté et préparé en France et qu'on a envoyé en Uruguay en cargo, qu'on a récupéré à Montevideo en janvier. Eh ben, on voyage léger avec notre sac à dos et si les questions portent sur les moyens de transport, on prend le plus possible les moyens de transport collectifs évidemment pour une raison de budget, une question aussi une question pratique évidemment, donc on prend énormément de bus de jour, bus de nuit. Quand on peut prendre le train, on prend le train, mais il y a très peu de pays qui sont dotés de réseaux ferrés, donc c'est assez rare. On prend le bateau de temps en temps, notamment dernièrement en Colombie pour remonter un fleuve, c'est toujours plus agréable et ça change aussi, et plus c'est plus rapide, et puis en plus ça fait partie des moyens de transport des habitants de la région. Donc voilà, moyens de transport collectifs, et on essaye d'éviter au maximum évidemment de prendre l'avion, puisque de toute manière, ce que l'on aime, c'est partager aussi nos trajets avec la population, et donc c'est quand même beaucoup plus agréable. On a le temps en plus de prendre le bus ou les moyens de transport un petit peu plus lents, et c'est plus écolo. En gros, c'était de partir d'Uruguay, d'aller jusqu'à Ushuaia et après de faire Ushuaia à Alaska. tout remonter. Tout ça, sauf que bon, comme vous savez, les plans ont changé. Ça fait bientôt 8 mois qu'on est au Chili. Et donc voilà, ça a complètement changé. Alors quand on est parti en août 2019, on a commencé par l'Inde pendant 2 mois et demi. Après, on a poursuivi en Asie du Sud-Est. D'abord l'Indonésie, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et ensuite le Japon. C'est là qu'on a dû faire une pause. On était début avril 2020, c'était le moment où toutes les frontières presque se fermaient. On a fait le choix de rentrer en France début avril parce qu'on ne pouvait pas poursuivre notre itinéraire comme on voulait, et on a repris fin août par le Mexique qui était normalement l'étape après le Japon, la Colombie, et là on espère, on croise les doigts, pouvoir rejoindre dans quelques jours le Pérou, puis poursuivre en Bolivie, en Argentine et ou au Chili, avec un retour en France au mois d'avril. Alors nous n'avons pas d'itinéraire prévu. On a dû s'adapter maintenant avec les Covid, mais on n'a pas d'itinéraire. Grosso modo, on va vers le nord, vers l'Amérique du Nord. On s'est mis Alaska pour dire quelque chose, mais on n'a pas un itinéraire très précis. Alors on a tout quitté, oui et non. On a quitté notre appartement déjà, ce qui est déjà pas mal. On a quitté nos boulots forcément. Mais voilà, essentiellement tout ce qui nous raccrochait à notre vie d'avant a été vraiment mis de côté pour l'instant. Oui. Nous avons tout vendu, tout quitté. Voilà, donc nous n'avons plus rien en France à part plein d'êtres chers. Non, on n'a pas tout quitté. On était propriétaire d'une maison du coup qu'on a gardée et qu'on a mis en location. On a vendu tous nos véhicules. Et du coup, au niveau des boulots, moi j'ai pris une dispo, je suis dans la fonction publique, du coup j'ai pas eu trop de mal comme Camilla est petite. Ça, et puis moi je travaille à mon compte, donc pas de souci pour partir. Certains, ils ont dit oui, c'est cool, et puis d'autres, ils ont dit mais qu'est-ce que tu as besoin? Tu as une belle maison, un beau travail, qu'est-ce que tu veux de plus?
Ouais, il y a eu un peu plein de toutes sortes de réactions, mais en même temps, la plupart sont quand même habitués à ce qu'on fasse des choix un peu bizarre, un peu alternatifs. Donc, par exemple, nos enfants sont instruits en famille depuis toujours, ils ont jamais été à l'école. J'ai accouché à la maison, donc bon, question choix un petit peu différente de la norme, ils ont comme l'habitude de proche. Ouais. Enthousiastes, Ils chauds. Ils nous connaissent, donc ils étaient pas très étonnés. On a eu quelques petites réticences des grands-parents qui étaient inquiets de ne pas avoir leurs petits-enfants pendant longtemps. C'est vrai qu'à cet âge-là, les enfants ils grandissent vite. Ouais, peut-être moins l'habitude de voyager. Mais sinon, tout le monde était... C'était plus vis-à-vis des enfants, de pas les, comme ils grandissent vite à leur âge, peut-être de moins les voir. Ouais, ils s'en foutaient, nous, c'était juste les enfants. Ouais, nous, ils s'en foutaient en fait. Non, mais sinon, tout le monde nous a super bien soutenus et on n'a pas eu de mauvaises remarques ou de personnes négatives. On l'a fait un peu progressivement, l'annonce de notre départ en tour du monde. On a d'abord commencé à en parler presque sur le ton de la blague à nos parents, en se disant tiens, peut-être qu'on va partir en tour du monde l'année prochaine. Et puis, parce que nous-mêmes, on n'avait pas encore pris la décision totalement, et on a continué à réfléchir, à avancer, et on est arrivé quelques mois avant le départ, c'était en avril 2019, où là on s'est dit, c'est définitif, c'est sûr, on veut le faire. Et donc on a fait l'annonce d'abord à nos parents, ensuite à nos employeurs, assez rapidement. Et la réaction, elle a été bonne. Évidemment, tout le monde était un peu triste de nous voir partir, mais je crois que notre décision, elle a été bien comprise. Et on a beaucoup eu de retours nous disant plutôt on aimerait faire comme vous, ou on aurait bien aimé le faire il y a quelques années. Donc allez-y, foncez, et puis vous verrez bien où ça vous mène. C'est 2 ans d'économie. Et on a vendu nos véhicules, donc ça nous a aidé aussi à finaliser notre budget. Ouais, j'ai vendu ma moto. Tristesse. On finance notre voyage de manière très simple puisqu'on le finance uniquement sur nos économies. On a économisé pendant quelques mois avant de partir et voilà, on pioche, on puise dans notre budget. On a dû vraiment ficeler un budget avant de partir évidemment, et puis donc voilà, on ne puise que dans nos économies depuis que l'on est parti. Nous avons tout vendu au départ, alors c'est des économies. Et puis sur la route, on a appris à faire de l'artisanat. On fait des bracelets, on fait des bijoux, des petits bijoux, et on a des pierres à vendre aussi, on vend des pierres. Voilà, donc on finance avec la vente de cet artisanat. Notre budget, il est très différent d'un pays à l'autre. Tout simplement, on s'adapte au niveau de vie dans chaque pays, au coût de la vie dans chaque pays. Évidemment, on a beaucoup moins dépensé en Inde qu'on a dépensé au Japon. L'Asie du Sud-Est, de manière générale, était quand même très bon marché en termes de logement, en termes de nourriture, en termes de transport. Le Japon, on est sur quelque chose qui est assez proche de la France, un peu moins cher quand même que la France, mais assez proche de la France. Et là, en Amérique latine, on est en train de découvrir. Le Mexique était le pays peut-être le plus cher de ceux qu'on va faire en Amérique latine. Colombie, c'est un peu moins cher. Et normalement, plus on va descendre au sud, plus les prix vont baisser, on verra bien. Voilà, on s'est fait un budget total sur l'ensemble de notre tour du monde qui devrait être d'environ 15 000 €, tout compris chacun. Et ensuite, par pays, on s'adapte vraiment. Ça va vraiment du simple au triple. Le pays où on a dépensé le moins pour l'instant, je crois que c'est la Birmanie et peut-être le Laos. Le Vietnam aussi, on a peu dépensé. Et celui où on a dépensé le plus, c'était le Japon. Parce que c'est radicalement différent. Voilà. Vaut mieux vraiment s'adapter au pays, parce que si tu pars avec un budget par mois type, il y a des pays où tu vas avoir plein d'argent et des pays où tu vas devoir te serrer la vis en permanence, et ça va être très compliqué. Alors, ça change énormément selon les pays, parce que certains sont très chers, d'autres sont pas chers. Mais on se situe autour d'une moyenne de 1 800 € par mois. On avait fait des calculs, on est à peu près entre 1 200 et 1 500 € par mois, tout compris, avec tout compris. C'est ça. Avec le shipping? Hors shipping? Non, vas-y, on parle pas du shipping. non, vraiment, notre vie au quotidien, c'est 1 200 à 1 500 € par mois quand même. Non.
Non. Non, non. Non, non, on avait envie de partir, on a décidé assez vite de partir, et puis, ouais. Pas vraiment. Peut-être la seule inquiétude, c'est de ne jamais revenir parce qu'on aura décidé de s'installer quelque part. Ça, c'est l'inquiétude plutôt de nos parents et de nos proches. Pour nous, pas vraiment d'inquiétude, pas vraiment de peur. Je pense que de toute manière, à partir du moment où on se lance, il peut se passer des imprévus, évidemment, comme en France. Donc voilà, il suffit de bien préparer les choses. Et normalement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, ou alors, s'il y a des inquiétudes, autant changer son itinéraire ou l'adapter à sa condition physique ou à son état d'esprit du moment. Donc, en tout cas pour nous, pas d'inquiétude avant de partir. Toi, aucune? Aucune. Moi, j'avais un peu peur de la promiscuité dans le véhicule, qu'on n'ait pas assez d'espace pour être un peu à l'aise, avoir un peu de moments tranquilles. Et en fait, ça fait 10 mois qu'on vit dans le camping-car, qu'on a passé toutes nos nuits dans le camping-car et ça se passe super bien. On arrive chacun à faire notre vie quand on en a besoin, à être tous ensemble. Non, là-dessus, finalement, aucun problème. On a un bon équilibre. Ouais. Donc sinon, pas trop d'inquiétude, non. On avait bien préparé le voyage, donc on était assez serein. On est plus inquiets du retour. On a fait l'Uruguay, on a passé 2 ou 3 semaines en Uruguay. On a descendu toute la côte argentine jusqu'à Ushuaia. Donc un bon mois en Argentine et on commençait le Chili quand le Covid est arrivé. On est parti en août 2019, donc on a pu faire 8 pays, je crois, entre notre départ et le moment où la crise, non pas commence, puisqu'elle était déjà commencée quand on a fait une pause, mais soit tellement forte qu'on n'ait d'autre choix que de s'arrêter dans notre tour du monde. Voilà. Le Covid, on a commencé à en entendre parler au Laos début janvier. Les gens commençaient à porter le masque. En France, on n'en parlait quasiment pas à ce moment-là. On a commencé à ressentir vraiment que ça allait impacter notre voyage en février quand on était au Cambodge. On commençait à nous faire remplir des formulaires, à nous prendre la température. On voyait que les touristes étrangers commençaient à disparaître. En premier, les touristes chinois qui avaient complètement disparu du Cambodge. On a visité les temples d'Angkor vides de tout touriste. Et après, on a vraiment ressenti les choses au Vietnam. Donc là, on était fin février jusqu'à mi-mars. On a vu la pression qui montait énormément. Et on a pu poursuivre au Japon dans des conditions quasiment normales. C'était très étonnant. De mi-mars à début avril, quand la France était déjà confinée, la vie continuait au Japon et on a continué notre tour du monde au Japon. Mais après, il a vraiment fallu s'arrêter. Donc on s'est arrêté le 5 avril à la fin du Japon. Nous avons au départ voyagé 1 an en Europe, nous avons voyagé en Suisse, France, Angleterre, Écosse, Espagne, Maroc, pour envoyer ensuite le camping-car puis la Belgique à Montevideo. Donc on a fait l'Uruguay, le sud de la Patagonie argentine et chilienne, on est allé jusqu'au Ushuaia, carretera austral. On est revenu en Uruguay et puis c'est à ce moment-là que les frontières se sont fermées. On avait le projet d'aller au Brésil pour passer l'hiver, mais les frontières sont fermées et puis voilà. Pendant le confinement, donc on est revenu en France au mois d'avril. On s'est retrouvé dans un appartement parisien généreusement, gracieusement prêté par un lecteur de notre blog qui depuis est devenu un ami et qui sentait peut-être la chose arriver et qui nous avait proposé son appartement 1 semaine avant que nous-mêmes nous prenions la décision de rentrer en France. Donc on s'est retrouvé dans cet appartement de Paris, dans un quartier que l'on ne connaissait pas et de toute façon on ne pouvait pas sortir, donc on n'a pas pu trop visiter le quartier en question. Donc on était tous les deux, voilà, et puis ensuite le déconfinement progressivement est arrivé, et puis là on a pu voir progressivement nos amis parisiens, et puis là aussi progressivement nos familles respectives. Voilà. Quand on est rentré en France, on ne voulait pas rentrer dans nos familles, tout simplement parce qu'on se disait qu'on pouvait être asymptomatique et qu'on risquait de les contaminer si c'était le cas. Donc c'est pour ça qu'on avait cette nécessité de trouver un autre lieu et qu'on a pu trouver heureusement grâce à cet ami. Donc on s'est retrouvé en Uruguay pendant le confinement.
bien qu'on a eu de la chance parce que c'était pas un confinement strict comme dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine. Les 2 premiers mois, pendant 2 mois, on a loué une maison parce que on a essayé d'aller se poser dans des campings, mais tous les campings ont fermé. À un moment donné, les plages aussi, elles ont été fermées. On voulait se poser en bord de mer, mais les plages aussi. Donc ça devenait difficile de trouver un endroit pour se poser en camping-car sans trop devoir se déplacer, sans trop devoir bouger. Donc on a loué une maison pendant 2 mois et ensuite on a repris la route. On a fait le confinement en plusieurs étapes. Bah, En déjà, fait, au Chili, il n'y a pas eu de confinement total. Le Chili n'a pas décrété un blocage total du pays. Ça s'est fait plutôt par région. Donc nous, on a décidé de se confiner tout seul, de s'auto-confiner pour voir un peu comment ça allait évoluer. Donc on a fait un premier confinement dans un camping en Patagonie. ouais, pendant presque un mois. Ouais, et là, il a commencé à faire un peu froid. Donc en camping-car, ça devenait compliqué. Donc on a décidé de bouger. On a été accueillis par une super famille chilienne à côté de Santiago qui nous a ouvert son jardin pendant presque 3 semaines aussi. Ouais. Là, on était accueillis comme des rois. Ouais, Limite super un accueil. peu, ouais, super accueil et Trop de générosité, trop de on était gênés. générosité, tellement gênant qu'au bout de 3 semaines, On a dû s'en aller. on est parti sur la côte à Metencio. On a rejoint Oula. un couple de Français Ouais, et du coup on a passé 1 mois et demi face à l'océan. ouais. Et on n'est pas très loin de Metencio là. Ouais. C'est très joli. Alors nous avons été à l'arrêt pendant 2 mois, 2 le mois, temps le temps qu'on qu'on a a. loué la maison et ensuite on a repris le voyage. Au total, on a été à l'arrêt complet 4 mois. Mais on compte la période qu'on a passée à San Pedro d'Atacama où on s'est arrêté aussi presque, bien un bon mois et demi. Où on se sentait bien et la situation n'était pas encore complètement débloquée. Donc on s'est pseudo-confiné à San Pedro pendant 1 mois et demi. Donc ouais, 4 mois à peu près sans bouger. Ouais, après c'est des confinements où on pouvait quand même faire des treks, faire des randos, faire certaines sorties quoi. Oui, C'était c'était pas- plus roulé, c'était dans le sens plus roulé quoi. Voilà. Mais on n'a jamais vraiment été Enfermé. enfermé à ne pas sortir d'une propriété pendant X semaines. On a toujours pu bouger un peu quand même. Alors on a été à l'arrêt en France pendant 5 mois, du 5 avril au 31 août. Alors c'était pas un arrêt complet, puisque on était à l'arrêt jusqu'à la fin du confinement en France, c'est-à-dire jusqu'à mi-mai, et puis au moment du déconfinement le 19 mai, on a pu revoir nos amis, revoir nos familles. On s'est permis même un petit road trip en France et on s'est un peu promené pour revoir la beauté de la France, bien manger, bien boire, tout ce qui nous avait manqué pendant nos 8 premiers mois de voyage, et on est reparti le 31 août. Donc au total, bout à bout, on a mis entre parenthèses le tour du monde pendant 5 mois. Non, la vraie question c'est pourquoi on serait rentré en France. La situation elle était bien pire en France au début. Ouais. Et en France, notre maison elle est en location. On avait encore beaucoup de temps de voyage devant nous. On avait beaucoup de temps et de toute façon au début, je pense comme beaucoup, on pensait que ça allait durer 1 mois. 2-3 semaines, 1 mois. Et personne n'aurait imaginé qu'un an après, on en est encore à des secondes vagues. Donc non, on s'est pas trop posé la question de rentrer. On a toujours tiré du positif aussi du confinement, donc du coup on n'a jamais eu le besoin de rentrer. Principalement parce que de toute façon on n'a plus rien en France, on n'a pas de maison, on n'a pas de travail, donc rentrer en France pour faire quoi? Nous, notre maison, c'est vraiment notre camping-car, c'est la seule maison qu'on a et notre vie, c'est ici et maintenant. On a choisi cette vie pour vraiment vivre le moment présent. Donc cette situation est arrivée pendant que nous étions en Uruguay. Donc on est resté en Uruguay. Surtout que les conditions de confinement étaient quand même plus strictes en France ou en Espagne, vu que maintenant notre pays de résidence officiel, on va dire, c'est l'Espagne, même si on n'habite pas. Mhm. Donc ça n'avait pas trop de sens pour nous de revenir en Europe. Alors l'état d'esprit au moment du confinement était vraiment ambivalent, puisque d'une part on revenait d'un long parcours à travers l'Asie à ce moment-là, et on ne savait pas si on pouvait repartir
et si on pouvait repartir, quand on pourrait repartir. Alors peut-être qu'on s'est mis dans l'état d'esprit directement quand on est arrivé que c'était une nécessité, une volonté de repartir le plus tôt possible. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a pu tenir sur ce confinement sur la longueur sans savoir combien de temps ça allait durer justement. Donc on était dans un état d'esprit de parenthèse. Voilà, on avait mis notre tour du monde entre parenthèses. Il était hors de question que ça se termine déjà, et puis en plus on a une force de caractère qui fait qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de ce que l'on entreprend. Donc l'état d'esprit qui nous a permis de tenir, entre guillemets, ce confinement, c'était de se dire qu'on allait repartir un jour ou l'autre, le plus tôt possible évidemment. On sentait que ça allait repartir à la fin de l'été, et on s'est relancé dans ce tour du monde, et on est reparti au Mexique. Je pense comme tout le monde, personne ne maîtrise le sujet. C'était les montagnes russes. Ouais, montagnes russes, c'est vrai qu'il y a... Voilà, les dates d'ouverture se repoussaient tout le temps, toutes les 2 semaines, il y avait des nouveautés, les cas augmentaient. C'est les montagnes russes en fait, quand on pouvait bouger un peu, quand on rencontrait pouvait des rouler. gens super sympas, le moral était bon, et les jours où il faisait pas très beau, où on faisait pas grand chose, où les nouvelles étaient pas bonnes parce que les pays parlaient de dates hyper lointaines, on n'arrivait pas à se projeter, là le moral était un peu dans les chaussettes. Donc c'était vraiment un jour où on était plein d'espoir, on faisait des trucs super et tout allait bien, et le lendemain, petite déprime, petit coup de mou, on a alterné. Ouais, c'est ça. On avait énormément de doutes parce qu'on ne savait pas comment allait se passer. Les frontières étaient fermées partout, la situation était compliquée. Alors on doutait de notre suite. On ne savait pas comment on allait faire pour continuer à voyager et dans quelles conditions. Puis on a quand même vite réalisé que ça allait durer. Les frontières allaient rester fermées quand même très longtemps, que c'était pas une question de 2-3 mois, que ça allait vraiment durer. Ouais. Donc beaucoup de doutes sur le fait de pouvoir continuer à voyager ou pas. Ouais. Donc pour nous, il y a eu pas mal de plus finalement, parce que vu qu'on a loué une maison, par rapport au fait d'habiter en camping-car, pour nous c'était les vacances. On avait l'eau courante, on ne devait pas vider les toilettes, les enfants avaient de la place, on avait un grand jardin, on avait une petite forêt à côté, donc on était libre d'aller se balader. Le moins après, c'était que le manque de liberté, de pas se déplacer, pas pouvoir bouger, voilà, vraiment ce manque de déplacement. Mais sinon, bon, la vie en famille, on a l'habitude. L'instruction en famille, ils ont toujours été instruits en famille, donc ça n'a pas vraiment changé. Oui, vivre 24 heures sur 24, voilà, ça ne nous a pas changé. Franchement, pendant 2 mois, c'était presque des on avait le confort d'une maison, voilà. Après, c'est sûr, ça nous manquait cette liberté qu'on aime tous les voyageurs, de nous déplacer auprès de nos envies. On ne change pas notre vie de camping-car pour une maison. Ça a été bien pendant un certain temps, mais bon, voilà. C'était des vacances, quoi. Et après, on était contents de reprendre. Les moins, déjà notre famille, elle a pas pu venir nous voir. Ça, c'était un peu chiant parce qu'on avait programmé que les grands-parents viennent voir les petits, et c'est tombé en plein pendant le confinement, du coup ça n'a pas pu se faire. Ça, c'était un gros moins. J'espère que ça va se faire bientôt. Ouais. On a dû aussi faire le deuil de notre projet initial, parce que du coup, c'est plus possible de faire le voyage comme on l'avait imaginé et d'aller jusqu'en Alaska. Donc ça, c'est gérer notre frustration. Alors les points positifs du confinement, franchement, il y en a du coup, avec un peu de recul, il y en a pas mal. On a fait plein de rencontres qu'on n'aurait pas fait si on avait continué notre voyage normal, c'est-à-dire au rythme où on allait, qui était quand même assez rapide. Là, on a rencontré plein de voyageurs qui étaient comme nous en attente, et du coup avec qui on a pu tisser des super liens. Ouais, ceux qui ont décidé de rester là, on a vraiment passé des très bons moments à partager nos expériences. Nos retours de confinement, mais pas que, de voyage, etc. On a rencontré plein de locaux. Puis on s'est donné, du coup, comme on était tous bloqués plus ou moins dans le même pays, en fait, on a tous partagé nos connaissances sur le pays, des spots sympas, des régions à visiter, et des contacts aussi, chiliens. Et on a rencontré aussi beaucoup plus de locaux, et beaucoup plus qu'en début de voyage, où finalement on a la tête dans le guidon, où on bouge pas mal.
Là, on était plus statique et du coup, ça nous a permis de faire des très belles rencontres. Puis du coup, on a voyagé beaucoup plus lentement. Donc on a appris à découvrir le pays en profondeur, comment les gens vivent, leur quotidien, les enjeux politiques, enfin plein de choses. On a vraiment, du coup, on a passé 8 mois au Chili. On a vraiment vu le Chili comme si on y vivait, quoi. Donc c'était super positif pour nous. D'ailleurs, on a un gros coup de cœur pour ce pays maintenant. Ouais. Et non, que du positif sur ce confinement. Yes, I. Les moins, c'est qu'on a dû mettre entre parenthèses notre tour du monde et donc revoir totalement notre calendrier. On est reparti fin août 2020. C'était normalement la date à laquelle on devait terminer notre tour du monde et on devait se remettre à bosser, se remettre à trouver un appartement et reprendre une vie normale, si on peut dire. Donc le moins, c'est que ça a un peu tout bouleversé. Et le plus, c'est que ça a fini un peu de nous libérer justement des contraintes qu'on avait pu se poser, à la fois en termes de calendrier. C'était un peu le dernier fil à la patte qu'on avait. On avait rendu l'appart, on avait rendu les boulots, mais on s'était dit bon, c'est 1 an, c'est pas plus. Là, avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, avec cette pandémie, on a dû admettre que ce serait finalement plus qu'1 an et qu'il fallait arrêter de se mettre une pression en termes de calendrier et avancer peut-être encore plus à notre rythme qu'on ne l'avait fait sur la première partie de Tour du Monde. Et voilà, et ça nous a vraiment libérés sur nos contraintes et c'est vrai qu'on le voit depuis qu'on a repris, depuis qu'on est parti. On se permet d'avancer beaucoup moins vite, de prendre beaucoup plus notre temps, de traîner un peu et on n'est plus à 1 semaine près. Et voilà, je crois que tout le monde de toute façon a entre guillemets perdu 1 année. Donc nous on la perd pas en l'occurrence puisqu'on a eu la chance de pouvoir repartir, mais on fait ça sans contrainte calendaire et du coup beaucoup moins speed que ce qu'on a fait au début du Tour du Monde.